Donc bonjour à tous. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc Chloé Martin, chargée de mission innovation en santé à la FEMASCO depuis maintenant 5 ans et en charge également de la formation Pacte pour les coordinateurs, coordinatrices de MSP et de CPTS. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir énormément d'intervenants et d'experts sur le sujet qui nous rassemble, donc à savoir le concept One Health. Donc avec nous pendant 1 heure, nous accueillons le docteur Amandine Berdeloup, médecin de santé environnementale à l'hôpital Nord-Franche-Comté. Également le docteur Baudier de la CPTS Capacité, le docteur Melou Effort, médecin de santé publique, et Madame Océane Cornic du centre de santé communautaire de Bron, situé en Auvergne-Rhône-Alpes. Et Madame Carole Leduc, Madame Massaro-Barrault, Marion de l'assurance maladie, et enfin le docteur Marie Vasseur, médecin de santé publique à l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui, le thème qui nous réunit, l'approche Une seule santé. Donc, on se donne 1 heure pour traiter ensemble les fondements, les enjeux, partager sur des expériences. Donc, une qui est réalisée en Bourgogne-Franche-Comté et une en Auvergne-Rhône-Alpes. L'idée étant qu'à la fin de cette webconf, vous soyez plus au clair avec cette thématique et qu'on puisse aussi vous expliquer l'accompagnement qui existe de la part de l'assurance maladie et de l'ARS en Bourgogne-Franche-Comté et qu'on fasse le lien justement avec l'AMI qui est en place actuellement et la boîte à outils qui a été conçue également à cet effet. Voilà. Donc, je vous rappelle les règles pour cette webconf. Vous pouvez vous poser vos questions à tout moment via le chat. Je vous demanderai de bien désactiver tous vos micros, sauf pour les intervenants. Et donc, du coup, on va essayer de respecter le timing et on se donne 1 heure. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole au docteur Berdelouf et je vais partager mon micro pour que vous puissiez tous voir le support. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer, docteur Berdelouf, que vous avez bien le support en visuel? Oui, c'est pas en plein écran, mais je l'ai. Alors, je vais essayer de vous le mettre en plein écran. C'est bon. Est-ce que là, c'est bon? Eh bien, Oui. je vous cède la parole. Bonjour à tous et merci de m'avoir donné l'opportunité de vous parler un petit peu du concept de l'approche Une seule santé. Donc, je suis médecin chargé de santé environnementale à la Direction générale de l'hôpital Nord-Franche-Comté et je vais évoquer avec vous les fondements de cette approche Une seule santé. Je vous expliquerai pourquoi je parle plus d'approche que de concept. Dans un premier temps, on évoquera les liens entre l'environnement et la santé de manière réciproque, les grands enjeux et défis environnementaux et sanitaires de notre époque et comment ça nous mène à avoir besoin d'une approche intégrée telle que une seule santé. On peut mettre la suivante. Donc, tout d'abord, un focus sur finalement le fonctionnement actuel de notre système de santé. On est sur une activité de santé qui est très anthropocentrée, c'est-à-dire préoccupée est centré sur l'homme, donc c'est un système de santé humaine. On a par ailleurs, ces dernières années, euh, beaucoup, du fait de l'augmentation des connaissances en santé et en médecine, beaucoup scindé et cloisonné les disciplines à cause de l'hyperspécialisation. On travaille tous en silo. Et puis, bah, finalement, notre système de santé est très centré sur la question du curatif et du soin, alors que, comme le montrent les illustrations ici, il y a plusieurs études depuis plus de 50 ans maintenant qui ont montré, des études de santé publique qui ont montré que le système de soins ne représentait en fait qu'une petite proportion des poids, enfin des déterminants de santé et vous voyez sur l'illustration à droite, en fait, que le système de soins ne représente qu'un quart des déterminants de l'état de santé et du bien-être de la population, alors que les critères environnementaux, que ce soit l'environnement social, économique ou physique, représentent plus de la moitié des déterminants. Euh, on peut passer à la suivante. Concernant les liens entre l'environnement et la santé, on sait maintenant que
la santé humaine est impactée par l'environnement et c'est une préoccupation de santé publique. Un rapport de l'OMS avait montré qu'en 2012, un quart des décès et des maladies chroniques dans le monde étaient liés à des facteurs environnementaux, parmi lesquels la pollution chimique, la pollution des sols, la pollution atmosphérique, la qualité de l'air intérieur, le changement climatique notamment. Si on regarde plus précisément en France, il a été démontré qu'entre 2003 et 2017, le nombre de malades chroniques a doublé avec un tiers de la population en 2023 qui présentait une maladie chronique. Alors, cette augmentation des maladies chroniques est expliquée bien sûr par le vieillissement de la population, par l'augmentation de la démographie et aussi en partie peut-être par les progrès de la médecine, mais on sait bien sûr que les facteurs environnementaux sont impliqués dans cette augmentation des maladies chroniques. Concernant maintenant l'impact sur la diapositive suivante de la santé humaine, enfin, du système de santé sur l'environnement. Je vous ai mis ici quelques exemples. Il y a un grand travail du Shift Project sur les changements climatiques qui a été réalisé et qui montre que le secteur de santé représente 8% des émissions de gaz à effet de serre. C'est un secteur économique qui représente 8% des émissions de gaz à effet de serre et qui est donc responsable d'une grande partie du changement climatique. Si on regarde ce qui se passe au niveau des déchets, bah, chaque année, les établissements de santé publics et privés en France produisent 700 millions de tonnes de déchets. Si on regarde plus précisément au niveau des médicaments, Cyclamed élimine chaque année en France 14 000 tonnes de médicaments non utilisés et on estime que ce n'est qu'une petite partie et qu'en réalité, il y aurait 23 000 tonnes de médicaments non utilisés. On peut regarder ce qui se passe aussi au niveau des transports. Il y a, pour des raisons sanitaires, 87 millions de trajets qui seraient effectués en ambulance, mais pas que, euh, pour le système de santé. Et j'ai mis ça en parallèle avec cette donnée qui est que l'OCDE notamment considère que 20 à 30% des actes de soins qui seraient réalisés ne présenteraient pas de bénéfice pour l'état de santé du patient. On peut passer à la suivante. Pour vous parler un petit peu maintenant des grands défis et des grandes problématiques, aussi bien environnementales que sanitaires, qui nous préoccupent actuellement, bah, il faut avoir en tête ce qu'on appelle les pressions de l'Anthropocène. L'Anthropocène, ce serait une ère géologique qui aurait commencé vers 1850 et qui serait liée en fait aux pressions et aux activités de la présence de l'homme sur Terre. C'est en grande partie expliqué déjà par la croissance démographique. Vous avez une représentation là sur le graphique du milieu. Si vous êtes né dans les années 70, bah, vous avez vu la population mondiale doubler et passer de 4 milliards à 8 milliards d'habitants. Donc le problème n'est pas forcément là. Le problème, c'est que l'activité humaine, de manière générale, suit la même courbe de croissance. Et donc, ça veut dire plus d'industries extractives pour aller chercher nos ressources dans les forêts, les fonds marins, plus de déforestation, d'artificialisation des sols, plus de pollution des milieux de manière générale, et puis la question de l'émission des gaz à effet de serre et des changements climatiques. Diapositive suivante. Donc pour ce qui concerne le changement climatique, je vais simplement vous parler des effets sanitaires qui sont maintenant bien connus. Donc ça peut aller de problématiques de santé au travail, notamment pour les personnes qui travaillent en extérieur au moment des vagues de chaleur. C'est des questions de santé mentale, notamment en lien avec les événements météorologiques extrêmes qui sont plus fréquents et plus intenses. Ça va être des questions de pollution de l'air. On sait qu'on a plus de pollution à l'ozone en lien avec les fortes chaleurs. Et puis des problématiques sanitaires liées à l'accès à une eau, à une alimentation de qualité. Et quand on parle de changement climatique, il y a deux enjeux majeurs. Il y a d'une part l'adaptation. On sait qu'en 2050, de toute façon, on sera amené à vivre sur une planète plus chaude avec ses conséquences. Et donc, il faut qu'on puisse adapter nos infrastructures, nos aménagements, notre mode de vie finalement à cette planète plus chaude. Et donc, il faut qu'on s'adapte. Et le deuxième enjeu, c'est l'atténuation. Parce que en fonction de ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on peut modifier nos activités, réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et ça, pour pouvoir avoir un réchauffement qui est limité et qui permettra encore de vivre sainement sur Terre en 2100, il faut s'en préoccuper aujourd'hui. Vous pouvez passer à la suivante. Une autre problématique actuelle, c'est la question des zoonoses. Donc les zoonoses, vous savez, c'est des maladies qui sont transmissibles des animaux vertébrés à l'homme. Il y a plus de 200 types de zoonoses qui sont connus et ça représente
ça représenterait 60% des maladies infectieuses au total, et que si on regarde simplement les maladies émergentes, on serait plutôt autour de 75%. Donc on sait que ces zoonoses, elles sont liées et favorisées par les caractéristiques de l'environnement et par les perturbations écologiques que l'homme peut faire sur les milieux. C'est-à-dire, ça va être en lien avec la déforestation, par exemple, ça peut être en lien également avec la façon dont on fait de l'agriculture et de l'élevage intensif, etc. Et finalement, plus de proximité entre l'homme, les animaux d'élevage et les animaux sauvages. On peut passer à la suivante. Une autre problématique qui nous préoccupe et qui a des effets sanitaires, pas seulement sur la santé de l'homme, c'est la pollution des milieux de manière générale. Si on regarde la pollution chimique, je vous ai mis l'exemple à gauche de la production mondiale de plastique. Donc vous avez jusqu'à un graphique qui a été réalisé un petit peu avant 2020. Donc après, c'est des projections. Donc on retrouve un peu ici finalement une production de plastique qui suit l'explosion de la démographie humaine. Et puis, il faut cliquer pour afficher le reste de la diapositive. Et donc, il y a également cette représentation qui montre finalement la production chimique actuelle. On estime qu'il y a plus de 100 000 produits chimiques sur le marché actuellement. Et en fait, on ne connaît et on ne maîtrise que la partie émergée de l'iceberg. On considère qu'il y a à peu près 500 molécules chimiques sur le marché dont on connaît bien les effets et les risques. On peut passer à la suivante. Autre problématique préoccupante, hein, à peu près au même niveau que les changements climatiques, c'est la perte de biodiversité qui est bien connue maintenant. On considère que sur ces dernières années, on serait autour de 70% de perte de biodiversité. Et on connaît bien la nécessité de la biodiversité pour la vie humaine également, puisqu'on considère que cette biodiversité nous rend un certain nombre de services écosystémiques. Donc, il y a tout ce qui va être l'approvisionnement et finalement l'apport de ressources en énergie, en ressources en bois, etc. Il va y avoir tout ce qui va être le rôle de régulation des milieux, donc sur la qualité de l'eau, sur le climat de manière générale, sur la pollinisation, et puis tout un tas de services plutôt culturels, on va dire, en termes d'éducation, de bien-être, de loisirs, etc. On peut passer à la suivante. Et enfin, la question de l'antibiorésistance que vous connaissez, donc c'est un vrai sujet de préoccupation. En 2019, sur les données de Santé publique France, il y avait en France 4480 décès qui étaient considérés comme en lien avec des bactéries résistantes. On considère que si on ne change pas nos pratiques, d'ici à 2050, les infections pourraient redevenir la première cause de mortalité. Et donc, ce phénomène mondial, il est lié à deux effets principaux. Bah, d'une part, la surconsommation d'antibiotiques, qui n'est pas seulement liée à la prescription à visée humaine, mais aussi en santé animale et à la médecine vétérinaire. Et puis, il y a quelque chose dont on parle peut-être un peu moins, c'est la question du rejet et de l'utilisation des détergents et des désinfectants dans l'environnement. On peut passer à la suivante. Tout ça, en fait, ça fait que depuis ces 20 dernières années, on a eu un certain nombre de concepts et d'approches qui sont apparus, qui visent plus à intégrer la santé humaine dans la santé euh, environnementale et écologique. Et finalement, on constate que l'ensemble de ces problèmes et de ces préoccupations nous poussent à développer des approches plus systémiques et intégrées. Donc, vous avez plusieurs approches qui sont citées ici sur ce graphique, avec One Health au milieu. En fait, selon les approches, elles vont être plus ou moins anthropocéntrées, elles vont utiliser des méthodologies euh, plus ou moins intégratives. Et donc, je vous disais au début que, donc, initialement, finalement, une seule santé, c'est un concept. Un concept, la définition, c'est que c'est une idée générale un peu abstraite, et qu'aujourd'hui, on essaye de voir, enfin, en santé vétérinaire, ça fait déjà plus longtemps qu'en santé humaine qu'on s'en préoccupe, mais aujourd'hui, on essaye d'en faire plutôt une approche et une méthode de travail, de voir comment concrètement on peut se l'approprier. Et c'est les intervenants suivants qui vont plus le développer que moi. Pour vous en dire plus sur l'approche Une seule santé, on peut passer à la suivante. Donc c'est une approche qui a été initiée au début des années 2000 et puis qui a été davantage mise en lumière et connue avec le Covid. Elle vient d'une organisation
tripartite au début, puis quadripartite, avec l'Organisation mondiale de la santé animale, l'Organisation mondiale de la santé humaine, la FAO, et les Nations unies un peu plus tard. Et si on regarde la définition des experts internationaux de l'OHHLEP, il s'agit d'une approche qui est intégrée, unificatrice, et qui vise finalement à optimiser et à équilibrer la santé d'une part des personnes, des humains, des animaux et des écosystèmes, puisqu'on sait maintenant que ces trois santé sont étroitement liées et interdépendantes. Donc forcément, ça nécessite de travailler ensemble et de mettre en commun de multiples secteurs et disciplines scientifiques qui sont impliqués dans les trois santé. Et l'objectif, c'est de travailler une promotion du bien-être et puis à lutter un petit peu contre toutes les menaces que j'ai évoquées précédemment sur les trois santé. Et ça vise bien sûr à répondre à nos besoins collectifs et puis pour les générations à venir, en eau, en alimentation, un air de qualité et en énergie pour nos activités. On peut passer à la suivante. Est-ce que tous les sujets de santé sont des sujets pour lesquels l'approche une seule santé est applicable? C'est une grande question. Si on regarde la question de l'émergence des pathogènes, avec ce que je vous ai dit avant, vous comprenez que pour ce qui est des zoonoses ou des maladies vectorielles, il y a forcément des liens entre les trois santé et que cette approche va nous aider à répondre à nos problématiques. L'antibiorésistance, je vous en ai parlé aussi. Il y a également la question des maladies dysimmunitaires et inflammatoires qui augmentent de manière importante ces dernières années. Euh, on a plusieurs hypothèses et plusieurs raisons à cela. On sait que finalement, il y a des liens également. Par exemple, il y a des liens qui sont faits entre la biodiversité microbienne, du microbiote et ces maladies dysimmunitaires. Il y a des liens avec les milieux, avec la pollution des milieux. Donc l'approche Une seule santé peut également nous aider dans ces questions-là. Et puis sur tout ce qui est risque toxique également. On peut passer à la suivante. Donc une seule santé, c'est quelque chose que les politiques générales de santé en France se sont attribuées. Ça apparaît dans le projet de la stratégie nationale de santé 2023-2033. Si on regarde un peu plus en région, c'était juste après, donc dans le plan régional de santé de Bourgogne-Franche-Comté, il y a également une référence faite à une seule santé avec une volonté d'intégrer cette approche dans les travaux. On peut passer à la suivante. Et vous connaissez peut-être le plan national santé-environnement, on en est au quatrième, qui dit que la France s'engage dans une approche intégrée et unifiée de santé publique, de la santé publique animale et environnementale autour de ce concept une seule santé. Et ce plan national de santé-environnement, il est décliné en régions. Chaque région se l'approprie pour agir localement avec ses enjeux propres. Et en Bourgogne-Franche-Comté, il y a un axe stratégique complet qui vise à soutenir la recherche et les actions innovantes pour une approche une seule santé. Et dans cet axe-là, il y a 7 actions qui sont soutenues. Et je vais vous faire un tout petit focus sur l'action 32, qui est l'action qui est portée par l'hôpital Nord-Franche-Comté où je travaille. On peut passer à la suivante. Et en fait, cette action, elle vise à expérimenter une approche clinique une seule santé en santé humaine finalement. Donc c'est d'une part comment se l'approprier dans un établissement de santé et puis ensuite comment intégrer finalement une démarche de santé environnementale dans les pratiques et faire d'une structure de santé un environnement favorable à la santé avec cette approche intégrée. Donc ça fait 2 ans qu'on y travaille. Ça passe beaucoup pour le moment par de la culturation, des ateliers, de la sensibilisation et de la formation des professionnels. Il y a des travaux sur la réduction de l'exposition aux polluants. On a un gros travail sur la crèche pour viser à améliorer la qualité de l'environnement intérieur de la crèche. Et puis, c'est aussi des actions sur la valorisation de ce que peut nous apporter notre environnement euh, de positif. Et là, il y a une petite illustration d'une affiche qu'on avait faite pour une expérimentation de bain de forêt à destination des femmes enceintes. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail et puis les collègues ensuite vont vous parler davantage de mise en pratique concrète. Et donc pour conclure, c'est la diapositive suivante. Donc finalement, que nous invite à faire l'approche une seule santé pour notre système de santé, notre système de soins? Donc la première chose, c'est que dans notre système de soins, on travaille beaucoup en silo et que finalement, l'approche une seule santé nous pousse à aller vers plus de collaboration, vers une approche plus intégrée.
On travaille finalement beaucoup dans l'urgence et on a du mal à anticiper les risques. Et finalement, l'approche Une seule santé, elle nous invite à avoir une vision à plus long terme et à anticiper davantage. On est encore finalement dans une certaine abondance dans le système de santé, hein. Je vous parlais des déchets, des médicaments non utilisés. Bah, cette approche Une seule santé, elle nous pousse à aller vers davantage de sobriété, et, peut-être des questions comme la juste prescription, la pertinence, etc. Et puis à sortir d'une vision anthropocentrée pour aller vers une approche plus globale. Et finalement, je vous disais au début qu'on était dans une activité surtout tournée sur le soin et le curatif. Et donc finalement, ça serait de sortir de ce système de soins pour aller davantage vers un système de santé global. Voilà. Bon, merci. Merci, docteur Berdeloux. A priori, il n'y a pas de questions. Donc, je vais passer la parole au docteur Baudier qui va vous présenter justement un projet qui est mis en place par la CPTS Capacité et qui s'inscrit justement dans cette thématique du One Health. Juste le temps pour moi de mettre la présentation. Et je vous laisse la parole, docteur Baudier. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je vais vous présenter une action que notre CPTS met en place qui s'appelle le bon usage des antimicrobiens dans la perspective d'une seule santé. Donc, on essaye de mettre en œuvre un projet innovant entre santé humaine, animale et environnementale sur notre territoire de Besançon et Métropole. Donc, j'ai préparé ce PowerPoint avec Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté, en lien étroit avec l'ARS et puis de nombreux partenaires que je citerai rapidement tout à l'heure. La diapositive suivante. Alors pourquoi notre CPTS s'est lancé dans ce programme? D'abord, dans le cadre de notre projet de santé, on a le bon usage des antibiotiques, donc ça fait partie de nos priorités. Il y a aussi quasiment en même temps la création d'un centre régional en antibiothérapie de Bourgogne-Franche-Comté, avec qui nous dialoguons régulièrement. La volonté aussi de l'ARS de développer cette approche autour d'une seule santé et avec un volet en particulier sur l'antibiothérapie, une opportunité de répondre à un appel à projet national, et puis enfin des échanges que nous avons déjà depuis plusieurs mois, voire plusieurs années avec Patrick Giraudoux, qui est un professeur d'écologie et qui est porteur du concept une seule santé, à la fois au niveau régional, national, voire international. La diapositive suivante. Donc notre projet, c'est en fait de mobiliser à la fois les professionnels et la population autour de la résistance aux antimicrobiens dans une approche donc une seule santé sur notre territoire, qui est un assez grand territoire puisque nous sommes une CPTS de niveau 4 avec plus de 2000 professionnels de santé et une population de 200 000 habitants. Donc nos objectifs très rapidement, c'est de développer un travail vraiment collaboratif à la fois en santé humaine, animale et environnementale. C'est vrai que nous sommes plutôt, nous, des spécialistes de la santé humaine et à travers ce projet Une seule santé, on a découvert nos collègues en quelque sorte de la santé animale, les vétérinaires, et c'est très intéressant, bien évidemment, d'échanger avec eux, notamment sur cette thématique de l'antibiothérapie. Un autre objectif est d'avoir des informations plus précises sur la délivrance et les usages des antimicrobiens sur notre territoire, d'identifier des outils de sensibilisation qui existent déjà sur ce sujet. Donc, il y a tout un travail qui a été engagé sur lequel je reviendrai rapidement, mais je pense que Marie Vasseur aussi l'évoquera dans sa présentation. Développer un kit de sensibilisation pour rejoindre les professionnels et la population de notre territoire, voir quels sont les leviers et les freins au changement de comportement par rapport à
l'usage ou mésusage des antibiotiques, et puis ajuster un kit de communication qui pourra être utilisé au-delà de notre CPTS, dans notre région ou peut-être France entière, si ça peut intéresser d'autres équipes. La diapositive suivante. Donc les membres de notre comité de projet, j'en ai déjà cité un certain nombre. Donc dire que les vétérinaires sont à nos côtés et c'est quelque chose qui, bien sûr, est très très important. La Maison des sciences de l'homme et de l'environnement et le laboratoire Simeos, Graines, qui est une association qui œuvre dans le domaine de l'environnement et avec une approche éducative, bien sûr la ville de Besançon et Grand Besançon Métropole, plus toute une série de partenaires que je ne peux pas citer ici, mais sur lesquels nous allons nous appuyer pour développer notre projet. La Docteur diapositive. Bouvier, quelle différence entre antimicrobiens et antibiotiques? Juste pour une précision. Alors, les antibiotiques font partie des antimicrobiens, donc les antimicrobiens, c'est une catégorie plus large que seuls les antibiotiques. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est essentiellement centré sur les questions de la résistance aux antibiotiques. Alors, je voudrais faire le focus sur deux chantiers qui sont en cours, un en direction des pharmaciens et un autre autour de l'analyse des outils. Alors d'abord, l'action en direction des pharmaciens. Comme vous le savez, les pharmaciens ont de nouvelles compétences. Par exemple, dans le domaine du dépistage du cancer colorectal, depuis déjà un certain temps, ils remettent des kits pour favoriser ce dépistage. Un élément aussi très important dans le domaine de la lutte contre les maladies infectieuses, et on le répétera jamais assez, c'est la vaccination. Et puis le diagnostic et la prescription sous condition en cas d'angine et de cystite. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté dans le rôle des pharmaciens à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça que nous avons fait un flyer pour essayer de travailler de manière plus intense encore avec les pharmaciens dans le contexte des angines et des cystites. Nous avons créé une page web dédiée à la fois à ces thématiques angine cystite, mais qui commence à aborder l'approche One Health qui est mal connue souvent de la part même des professionnels de santé et en particulier des pharmaciens. Nous avons réalisé aussi un questionnaire sur lequel je reviendrai rapidement et nous sommes en train de visiter l'ensemble des 70 officines de notre territoire pour porter ce message. Alors, sur la page web, on trouve un certain nombre de documents pour acculturer les pharmaciens à cette notion d'une seule santé. On leur donne aussi des informations sur Calypso, qui est un dispositif de déclaration obligatoire de la dispensation des antimicrobiens à usage vétérinaire, car c'est vrai que les pharmaciens délivrent à la fois des médicaments pour les humains, mais aussi des médicaments pour le monde animal. Et puis, nous avons un questionnaire. Ils répondent à un questionnaire lorsque nous organisons ces visites sur l'antibiorésistance et le rôle du pharmacien, sur la dispensation et la prescription humaine, mais aussi la dispensation animale et autour du concept d'une seule santé. La diapositive suivante. Alors, on a des premiers résultats des questionnaires qui ont été passés aux pharmaciens. Donc, ça porte que sur 5 questionnaires. Donc, il faut être assez prudent quant aux résultats. Donc, on leur demande si ils portent ces messages auprès de leur patientèle concernant la résistance aux antimicrobiens, que ce soit en santé humaine ou animale. Et donc, ils disent que c'est intégré en général à leur pratique. On leur a aussi posé une question un peu plus technique sur la délivrance d'unités des antibiotiques à l'unité des antibiotiques vétérinaires. Donc ça, ils le font assez rarement parce que c'est quand même quelque chose d'un petit peu compliqué pour eux. Et ils méconnaissent la plateforme de déclaration mensuelle
Calypso qui leur donne l'obligation normalement lorsqu'ils délivrent des antibiotiques à destination animale, ils doivent le déclarer. Ça, c'est quelque chose qu'ils ne font pas régulièrement. Quand on évoque des messages sur les enjeux environnementaux de la bonne gestion des antibiotiques, c'est des choses qu'ils connaissent plus ou moins, et en particulier plutôt moins sur les enjeux pour éviter la pollution de l'eau et les résistances dans l'environnement. Et donc, on voit bien que ce concept de One Health permet de développer sur le plan, je dirais presque pédagogique, l'importance et l'intérêt d'avoir cette approche globale, notamment avec les enjeux environnementaux. Et puis, on leur pose la question de savoir s'ils auraient besoin de support pour porter ce message autour de l'antibiorésistance dans un concept One Health. Et donc, la plupart souhaiteraient avoir des synthèses sur ce sujet de la santé humaine, animale et environnementale, et qu'on puisse leur mettre à disposition des supports grand public. La diapositive suivante, qui est ma dernière diapositive, est justement sur les outils. Donc, nous avons engagé un travail, notamment avec Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté, d'analyse des outils. Donc, une première sélection a été faite, notamment de 8 outils sous forme de vidéos ou d'infographies. Et on est en train de les analyser. Et donc là, je fais un appel aux gens qui participent à ce webinaire à travers le lien qui est sur cette diapositive. Vous pouvez nous aider et donner votre avis sur ces outils que nous allons utiliser. Une grande partie d'entre eux, s'ils sont de bonne qualité, et la plupart sont plutôt de bonne qualité, que nous allons utiliser dans le cadre de notre action et qu'éventuellement nous allons compléter si il manque certains supports. Donc voilà ma présentation sur cette expérimentation qui est en train de démarrer depuis quelques mois et qui va se déployer au cours des prochaines années. Merci de votre attention. Merci, docteur Baudier, pour cette belle présentation qui donnera, je l'imagine, des idées à d'autres personnes. Je vais bien évidemment copier le lien dans le chat pour que vous puissiez le récupérer et on pourra également vous partager les supports qui auront été utilisés pour la webconf. Pas de souci. Je vais maintenant céder la parole au docteur Meloué Faure, médecin de santé publique, et à Madame Océane Cornic du Centre de santé communautaire de Bron, qui vont nous présenter une autre initiative mise en place au sein de notre centre de santé, et notamment vont nous parler de prescription de nature. Eh bien, je vous laisse la parole. Et à tous, donc moi je suis Océane Cornic, je suis coordinatrice donc, du Jardin, donc c'est un centre de santé communautaire et planétaire donc, qui est situé à Bron, donc c'est en banlieue lyonnaise, donc je ne suis pas, malheureusement viens pas de la région Bourgogne-Franche-Comté, mais je suis très contente d'avoir été invitée par la FENMASCO pour vous parler du centre et du projet de prescription de nature dont on va parler avec le docteur Blandine Melouet-Fort. Je veux bien. Ouais, super. Donc le jardin, en quelques mots, je vais essayer d'être rapide et concise. C'est un centre de santé associatif. On est installé donc à Bron et on partage nos locaux et les patients avec un CMP. On est une équipe pluriprofessionnelle. On a des médecins généralistes, des assistantes médicaux, une infirmière de santé publique et des médiatrices en santé. Donc ça, c'est en 2 mots, c'est des personnes ressources du centre qui sont là vraiment pour aider les patients et les patientes dans leur accès aux droits et aux soins. Et juste, je reviens sur voilà, on est un centre de santé communautaire et planétaire. Donc la santé planétaire, c'est une déclinaison, enfin le docteur Verdeloup l'a bien présenté dans les différentes approches One Health, c'est One Health en intégrant aussi une dimension de justice et de transformation sociale, on va dire. Et la santé communautaire, en quelques mots, c'est lutter contre les inégalités sociales de santé, c'est donner la place aux patients et aux patientes pour leur permettre une juste participation. Et c'est aussi beaucoup de prise en charge, de prévention et de promotion de la santé et une prise en charge globale
des patients. Voilà, pour faire en quelques mots. Et voilà. Et donc, on fait aussi beaucoup de... Donc, on a des consultations de médecine générale classique, mais on fait aussi beaucoup d'ateliers collectifs, donc de promotion de la santé, de sport. Et dont certains et certaines sont animés par des usagers, usagères du centre. Je veux bien qu'on passe à la slide d'après. Du coup, comment on met en place un peu la santé planétaire au centre? En fait, c'était vraiment dans l'idée de départ. On est ouvert depuis 2 ans et demi. Euh, on a vraiment voulu intégrer dès le départ les enjeux écologiques dans nos pratiques de soins et du coup, ne pas nuire à notre environnement dans la façon dont on conçoit le soin au centre. Donc ça va passer par limiter l'impact des soins. Donc on stérilise le matériel, notamment les spéculums. On utilise peu de draps d'examen. Euh, Ça semble un peu anecdotique, mais les médecins vont faire leur VAD en vélo plutôt qu'en voiture. Bon, on est sur Bron, on ne se déplace pas très loin, mais c'est plutôt sympa et rigolo de partir en VAD en vélo. Et les médecins ont aussi un gros travail d'harmonisation autour des prescriptions pour qu'elles soient les meilleures possibles à la fois pour les patients et pour la planète. Ça revient à ce que le docteur Berdelou montrait en première slide sur le fait qu'il y ait 20 à 30% des examens qui soient pas forcément adaptés ou utiles à la prise en charge. On essaye, et on essaye, hein, on n'y arrive certainement pas à tous les coups, mais vraiment d'avoir une attention aux prescriptions sur ce qu'on met sur nos ordonnances, les examens qu'on prescrit et quand c'est possible de remplacer des dispositifs qui sont polluants pour la planète pour des dispositifs qui sont moins impactants, notamment par exemple sur le salbutamol, la ventoline. On va plutôt prescrire des dispositifs à poudre inhalée que la ventoline où il y a un gaz à effet de serre qui est contenu dans le dispositif même. Ce qu'on met en place aussi, c'est des temps de décision médicale partagée. En fait, on a des consultations plutôt longues 30 minutes, ce qui permet vraiment d'échanger avec les patients sur à la fois ce qu'on va mettre dans la prescription et de vraiment bien comprendre le motif de consultation qui des fois est peut-être caché par des motifs un peu aigus, mais du coup c'est vraiment un temps important et qui nous semble essentiel à la fois en santé communautaire et à la fois en santé pour la santé planétaire. Et ensuite, on a des temps pluriprofessionnels, donc avec les différents intervenants, pour mobiliser d'autres leviers que les médicaments. Et on peut passer à la slide d'après, ce qui constitue peut-être un peu pas notre cœur d'activité, mais vraiment un des pieds sur lesquels on s'appuie fortement, c'est toutes les interventions non médicamenteuses qui sont vraiment adaptées aux besoins des usagers et usagères et développées en collectif. Et donc, on a des ateliers de soins collectifs pour des troubles pour lesquels on peut être après dans des impasses un peu médicamenteuses pour aussi essayer de déprescrire quand la demande est assez forte sur ces prescriptions-là, de trouver un autre levier. Donc, c'est des ateliers de soins collectifs où les patients sont entre 6 et 8. C'est des ateliers qui sont sur plusieurs semaines, autour de 6 semaines. C'est 2 heures chaque semaine où on va parler de leur expérience autour du sommeil, de la dépression ou des douleurs persistantes et mobiliser les techniques cognitivo-comportementales pour amener des changements de comportement et de système de pensée pour diminuer le besoin et le recours aux médicaments. Ça marche plutôt très très bien. Et ce qu'on voit, c'est que ça génère plein d'autres choses. Ça remet aussi en mouvement, ça crée du lien social. C'est ce qu'on fait dans tous nos ateliers. On a aussi de l'activité physique adaptée. Je ne vais pas parler des chutes. Et là, on va lancer notre programme diabète pour donc, tous nos patients diabétiques, enfin une partie des patients diabétiques qui pourront venir. Et donc, ça sera 2 jours. C'est vendredi et vendredi d'après où il y aura à la fois des temps de sport, des courses qui seront faites en commun, des repas cuisinés en commun pour parler aussi des médicaments, mais pour voir que le diabète, eh ben, il y a aussi tout un tas de règles hygiéno-diététiques qui permettent de contrôler la maladie en plus des médicaments. Et on a aussi beaucoup d'ateliers en lien avec la nature. On a la chance d'avoir un petit jardin, donc on jardine au moins 2 fois par mois avec les patients et les patientes, et il y a des temps de balade qui sont proposés.
voilà, pour nos patients dans les espaces verts autour de Bron. Et du coup, j'en viens à la prescription de nature, donc la slide d'après. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qu'on a initié dès l'ouverture du centre, qui a mis du temps à se mettre en place parce que les délais, les temporalités de la recherche sont plus longues que les nôtres. Et du coup, c'est un projet de recherche participative qui est en lien avec le laboratoire Richef. Et c'était vraiment dans notre démarche de santé planétaire et de recherche de co-bénéfices, donc des choses qui soient à la fois pertinentes et bonnes pour la santé de nos patients et nos patientes, mais qui soient aussi bénéfiques pour l'environnement et la prise de conscience, on va dire, écologique du lien à la nature. Et donc c'est le docteur Blandine qui va vous en parler un peu davantage, mais c'est vraiment un projet qui permet à la fois de mobiliser des médecins autour des prescriptions et des usagers pour construire une prescription de nature qui soit vraiment adaptée à la fois aux besoins du centre de santé et aux ressources qu'on a autour du centre. Et je laisse la parole à Blandine. Merci pour votre attention. Océane pour cette présentation du centre de santé Le Jardin. Donc, moi, je ne fais pas partie de ce centre, mais je travaille effectivement avec Océane Cornic sur le projet NAFEA, qui est donc un projet de prescription de nature porté par le laboratoire Richef de Lyon 1. Je travaille sur d'autres projets de prescription de nature et d'intervention fondés sur la nature à des fins de santé ailleurs en France, mais donc celui-ci est basé sur la région lyonnaise. Et donc, je suis médecin de santé publique. Slide suivante. Donc, comme Océane vous l'a dit, hein, en santé planétaire, on travaille beaucoup avec l'approche de co-bénéfice, donc toutes ces actions qui ont un bénéfice pour notre santé humaine, mais aussi pour la santé de l'environnement. C'est doublement bénéfique finalement pour nous. Et donc, en pratique clinique, il y a différentes manières de le traduire. On peut adapter nos soins, on peut fournir de l'information, travailler sur l'éco-responsabilité. Et puis, on peut favoriser ces interventions qui valorisent l'éco-bénéfice, particulièrement dans trois domaines, l'alimentation, la mobilité et le contact avec la nature. Et c'est celui-ci dont je vais vous parler. Slide suivante. Alors, pourquoi le contact avec la nature? Eh bien, parce qu'en fait, on fait face à une extinction de l'expérience de nature. Et à mon sens, c'est un petit peu la cause racine de nos problèmes. Parce que finalement, comment on peut se sentir en lien avec d'autres êtres vivants ou d'autres milieux si on ne les a jamais côtoyés? Cette extinction de l'expérience de nature, hein, c'est lié à nos modes de vie très urbanisés, très industrialisés, ce qui fait qu'on se sent complètement déconnecté de la nature. Et donc, bah, finalement, on voit la planète comme une ressource à exploiter, une décharge géante pour nos déchets. Et ça conduit à des valeurs, à des normes et à des politiques qui ne sont pas du tout en faveur de la santé du vivant. Donc l'idée, c'est de réussir un peu à inverser la tendance, à passer dans un modèle beaucoup plus vertueux en favorisant le contact avec la nature, c'est en végétalisant nos environnements de vie, mais aussi en invitant à passer du temps à l'extérieur et en particulier en nature, hein, puisque on est des êtres d'intérieur, malheureusement, on passe 80 à 90% de notre temps en intérieur. Donc c'est de remettre un peu les personnes dehors et de végétaliser aussi nos milieux de vie pour reconnecter à la nature et donc avoir des valeurs et des normes qui sont beaucoup plus en faveur du bien-être, mais aussi en relation avec les autres êtres vivants, avec des comportements pro-environnementaux et pro-sociaux aussi, bien sûr. Slide suivante. Alors l'autre point aussi, c'est que ce n'est pas une simple intuition que la nature nous fait du bien. On en a tous l'intuition, il y a des expressions, se mettre au vert, mais c'est aussi scientifiquement démontré. La littérature, elle est abondante sur le sujet et elle montre des bénéfices à tous les âges de la vie, en particulier en santé mentale et en santé cardio-métabolique. Mais globalement, il y a vraiment une réduction de la charge de morbimortalité lorsque on est exposé à de la nature. Slide suivante. Alors, en pratique clinique, comment ça peut se traduire? Ben déjà, cette étude de 84 qui date donc déjà un petit peu, qui montre après une intervention chirurgicale, si vous avez une chambre, votre chambre d'hôpital qui donne sur le parc plutôt que sur un mur, eh bien, vous restez moins longtemps à l'hôpital et vous consommez moins d'antalgiques. Donc, on se rend compte que c'est vraiment important d'amener la nature vers les personnes et notamment dans nos établissements de santé, nos établissements de soins. Et puis, l'autre axe, eh bien, c'est d'amener les personnes vers la nature. Et c'est valable pour tout le monde, hein, c'est la base de la pyramide, c'est vraiment
une approche de promotion de la santé, faire du contact avec la nature, une habitude de vie favorable à la santé, au même titre que l'alimentation, l'activité physique et le sommeil. Et donc ça, on peut toutes et tous en parler déjà au public qu'on accompagne, qu'on soit professionnel de santé ou professionnel du social. Il faut vraiment en parler aux personnes. On peut aussi après avoir des activités un peu plus gradées, on va dire. Donc c'est le niveau 2, lorsqu'il y a des facteurs de risque identifiés ou des vulnérabilités identifiées, on peut penser des interventions un peu plus adaptées. Et puis le sommet de la pyramide, eh bien, c'est vraiment penser le contact avec la nature comme une intervention non médicamenteuse qui fait vraiment partie du panel thérapeutique et qui peut répondre aux besoins de patients. Slide suivante. Docteur Melouet, est-ce qu'il sera possible de partager quelques références bibliographiques sur les bienfaits de la nature pour la santé? Oui, alors sur la slide précédente, hein, il y a vraiment le rapport, il est très complet. Et donc, comme vous aurez le diaporama, vous pourrez aller retrouver notamment cette référence-là. Et on pourra, voilà, je pourrai aussi échanger avec les personnes intéressées pour en donner d'autres avec grand plaisir. Je vous remercie. Donc, en synthèse un peu sur la prescription de nature dont je vous parlais, c'est vraiment recommander à son patient de passer du temps en nature. Et ça entraîne ces fameux co-bénéfices à la fois pour la santé humaine, mais aussi ça amène une autre relation à la nature. Et donc, on va avoir tendance à davantage préserver la biodiversité, les espaces naturels, et donc, in fine, avoir une réduction de la morbimortalité. Et puis, en amont de ça, on peut aussi, en tant que professionnel de santé, essayer de soutenir toutes les mesures structurelles qui permettent d'avoir ce contact avec la nature. Donc, ça prend des formes très différentes dans le monde. Vous allez avoir de la sylvothérapie avec des bains de forêt, des forêts labellisées, notamment en Asie. En Amérique du Nord, vous allez avoir des partenariats avec des parcs nationaux. En Europe, vous allez avoir aussi tout ce qui est soins verts et sociaux, les soins verts agricoles, les jardins partagés. Vous allez avoir des marches qui vont être organisées avec les professionnels de santé. Enfin, il y a vraiment toute une déclinaison possible. Et un point important, c'est que c'est pas juste quelque chose, une pratique un peu ésotérique ou réservée aux bobos écolos. Ça fait partie des 70 solutions retenues par l'IPBES, donc qui est l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité, dans son rapport qui est sorti en fin d'année dernière. La prescription de nature est vraiment une mesure clé pour répondre aux enjeux écologiques. Slide suivante. Donc, on se pose la question en France, comment on peut effectivement proposer cette prescription de nature. Et donc, il y a une étude expérimentale NAFEA qui est menée donc, au centre de santé Le Jardin notamment. Et puis, sur un autre site, on travaille également dans un service pour les premiers épisodes psychotiques au Vinatier, donc qui est aussi sur la région lyonnaise. Et donc, l'idée, c'est de travailler en co-construction avec les usagers et les professionnels. On est un petit groupe, une dizaine de personnes, sur une série d'ateliers pour voir la prescription idéale sur ces deux sites, avec l'existant aussi, puis également en s'inspirant de ce qui est fait ailleurs. Là, je vous ai mis deux exemples. Une prescription québécoise, là, sur fond vert. Vous voyez, c'est tout simple, hein, aller marcher au moins 3 fois par semaine au parc de la Rivière aux Sables, s'asseoir dehors, contempler la rivière au moins 3 fois par semaine. Voilà, c'est des prescriptions écrites, mais qui peuvent être assez simples. Et puis l'affiche de droite, c'est un programme qui est fait au Royaume-Uni, qui a des résultats remarquables en santé mentale, où sur prescription, vous allez être orienté vers un travailleur du lien social qui va ensuite, lui, vous orienter vers des activités qui sont adaptées à vos problématiques, à vos besoins, à vos possibilités. Et donc là, ce qu'on essaye de développer, notamment au jardin, c'est d'avoir aussi une sorte de boîte à outils pour pouvoir être le plus adapté et vraiment être très personnalisé aux besoins du patient. Une boîte à outils qui va être co-construite à nouveau, hein, ça c'est la grande force de ce centre de santé qui est vraiment arrive à travailler main dans la main entre professionnels et usagers. C'est assez
C'est assez unique, hein, on n'aura peut-être pas forcément la même chose sur d'autres sites, mais là, c'est vraiment remarquable. Et voilà, on va essayer d'adapter des supports qui sont faits aussi à l'étranger, des affiches, des calendriers en fonction de la saison pour donner des idées de petites activités simples à mettre en place. Ils ont également, eux, déjà fait un travail de cartographie, donc on va essayer de le compléter. En bas à droite, j'ai mis aussi un exemple d'un programme qui est fait en Belgique où il y a vraiment un carnet de prescription sur plusieurs semaines qui est remis par le professionnel de santé. Et donc, on va essayer de voir comment on peut l'adapter au mieux avec nos références culturelles et notre système de santé français. Et puis la dernière slide, bah, c'est un peu le mot de la fin. Est-ce que j'aimerais que vous reteniez sur la prescription de nature? C'est que c'est une solution qui est simple, qui est peu coûteuse, qui est même médico-économiquement parlant, qui est très rentable, qui est scientifiquement fondée et qui est vraiment innovante en contexte de crise écologique, voilà, sous toutes ses formes, effondrement de la biodiversité, changement climatique, pollution. C'est une réponse, ce n'est pas la seule, mais elle peut participer à répondre à ces enjeux-là. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette belle présentation qui, je l'espère, donnera des idées aux participants. Je vous propose maintenant de revenir en Bourgogne-Franche-Comté et de céder la parole à Madame Carole Leduc de l'Assurance Maladie qui va, elle, s'atteler à vous parler voilà, des accompagnements possibles qu'il existe. Et ensuite, Madame Marie Vasseur de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté complétera ses propos et vous parlera notamment de l'AMI qui est en cours sur justement la thématique du One Health. Carole, je vous donne la parole. Merci Chloé, bonjour à tous. Donc Carole Leduc, je suis chargée de projet au niveau de l'assurance maladie Bourgogne-Franche-Comté sur les sujets santé, environnement et transition écologique. Je suis accompagnée aujourd'hui de Marion Massoro-Barreau qui est référente régionale exercice coordonné. Et donc, l'idée, comme l'a dit Chloé, c'était de rebondir sur les exemples très inspirants qui vous ont été présentés aujourd'hui, sur lesquels vous pouvez vous poser des questions sur votre propre structure, comment je peux aujourd'hui m'embarquer sur ces sujets en termes de transition écologique et santé environnementale. Et donc, si on passe à la diapositive suivante. Aujourd'hui, on voulait vous dire que l'assurance maladie s'engage à agir en faveur de la transition écologique. C'est un sujet qui devient une priorité pour l'assurance maladie. Et dans ce cadre, on peut proposer des accompagnements et des appuis aux structures ainsi qu'aux professionnels de santé, en cohérence avec nos domaines d'action, bien sûr, hein, et en complémentarité avec toute la dynamique qui existe déjà, les acteurs institutionnels, associatifs ou les acteurs de santé qui sont déjà très proactifs sur ce sujet. Donc, on a un schéma directeur qui a été récemment présenté et qui montre l'engagement de l'assurance maladie en faveur de ces sujets-là. Et pour être plus concret, si on passe à la diapositive suivante, euh, on souhaitait revenir sur, en premier lieu, les leviers financiers auxquels vous pouvez prétendre auprès de l'assurance maladie pour financer des projets en transition écologique ou santé environnementale. Donc, il y a des leviers qui relèvent plutôt de la rémunération conventionnelle, des conventions qui sont passées soit entre les professionnels de santé individuels et l'assurance maladie, soit entre les structures d'exercice coordonné et l'assurance maladie. Mais on a aussi en parallèle des financements qui sont plus ponctuels et qui peuvent être dans le cadre d'appels à projets de prévention ou d'autres types de subventions. Donc nous, aujourd'hui, on va plus se focaliser sur la partie conventionnelle, mais si vous voulez avoir des informations plus précises sur les appels à projets et subventions, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre CEPAM pour avoir les détails. Donc sur la diapo suivante, on va aller plus sur le détail des leviers conventionnels. Donc aujourd'hui, la tendance actuelle, c'est que les professionnels de santé eux-mêmes sont très preneurs d'engager dans les conventions les sujets de santé environnementale et de transition écologique. Et donc, on voit émerger dans de plus en plus de conventions professionnelles la question de une seule santé. Et notamment, on vous a repris trois exemples un peu plus emblématiques qui montrent ce qui peut être fait en termes d'engagement au niveau des professionnels de santé. Le premier, c'est la sobriété sur les produits de santé. Donc ça fait complètement écho à toutes les présentations qui viennent d'être faites. On a notamment dans le cadre de la convention médicale un bonus sobriété qui peut être touché par les médecins qui ont les prescriptions les plus sobres au niveau de leurs prescriptions médicamenteuses ou qui ont la meilleure évolution sur la sobriété de leurs prescriptions. On a aussi des objectifs
objectifs qui sont partagés dans le cadre conventionnel autour de l'antibiorésistance, avec des engagements respectifs de l'assurance maladie et des médecins à diminuer le volume d'antibiotiques prescrits. On a également la dispensation à l'unité qui permet également aux pharmaciens d'éviter le gâchis, le gaspillage des médicaments et des antibiotiques en limitant la délivrance à l'unité au lieu de donner des contenants complets. Donc ça, c'est sur le volet un peu produits de santé, mais on a un peu des engagements équivalents sur la santé environnementale et la démarche globale, avec des engagements aussi réciproques entre professionnels de santé et assurance maladie, à développer de la sensibilisation dans le cadre des consultations médicales ou des consultations avec les sages-femmes ou des échanges entre pharmaciens et patients pour pouvoir aborder les sujets de santé environnementale ou des démarches un peu plus globales qui peuvent aussi donner lieu à des rémunérations pour certains professionnels. Donc ça, tout ça, on vous donne des exemples un peu qui sont, voilà, qui sont spécifiques, mais la vocation, c'est de dupliquer ce type d'engagement dans les futures évolutions conventionnelles, que ça soit au niveau des professionnels de santé individuels, mais aussi au niveau des structures d'exercice coordonné. On sait d'ores et déjà que la santé environnementale fait partie des sujets des négociations conventionnelles des MSP. Et pour finir, la diapo suivante. Aujourd'hui, on met à disposition des ressources pour aider les professionnels de santé et les structures qui veulent s'investir sur le sujet. Donc, deux exemples très concrets. Le premier, c'est qu'on va lancer une campagne pour zéro phtalate qui va permettre de sensibiliser les médecins généralistes, les pédiatres, les pharmaciens, les gynécologues et les sages-femmes aux perturbateurs endocriniens. Donc ça, c'est une campagne qui va être déployée par les délégués de l'assurance maladie en 2025 et 2026. Et sur le volet soins éco-responsables, on a développé des mémos pour les professionnels de santé. Donc là, on vous a donné 3 exemples et puis un QR code pour retrouver les mémos. Mais typiquement, on a comment réutiliser les dispositifs médicaux non ouverts ou comment utiliser des inhalateurs sans gaz propulseur, ce qui est plus favorable à l'environnement. Et ça, c'est que 2 exemples qui vont être amenés à voilà, l'offre de services de l'assurance maladie va être amenée à s'étoffer dans le futur en lien avec les autres partenaires régionaux et notamment l'ARS. Merci Carole. Une remarque dans le chat, est-ce qu'il existe des aides, un accompagnement aux paramédicaux plus spécifiques? Alors, pas pour le moment au niveau conventionnel, mais comme je le disais, le sens de l'histoire, c'est que toutes les conventions vont être revues à ce prisme-là de la santé environnementale et de la transition écologique. Donc, les évolutions conventionnelles pour les paramédicaux vont très probablement intégrer cette question. Entendu, merci. Marie, je vous laisse la Oui, parole pour merci. l'ARS. Merci, bonjour à tous. Donc Marie Vasseur, médecin de santé publique à l'ARS. Donc je rebondis donc on travaille en lien étroit avec Carole et Marion et voilà donc simplement pour dire qu'au niveau de l'ARS donc on soutient et on pilote un certain nombre d'actions en cohérence avec l'approche Une seule santé. Donc Amandine m'a déjà largement prémâché le travail, donc ça se fait dans le cadre du plan régional santé environnement, mais également à travers donc le projet régional de santé et à un niveau plus local. Voilà, on mobilise et il y a de plus en plus de contrats locaux de santé qui se mobilisent autour de l'approche Une seule santé. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. On a déjà abordé un certain nombre de thématiques, donc je ne vais pas y revenir, mais ce qui me semble important de souligner, c'est vraiment que l'approche Une seule santé, ça s'inscrit dans la continuité d'actions existantes sur lesquelles finalement on apporte un regard un petit peu différent ou une méthode de travail un petit peu différente et où on met vraiment l'accent sur le renforcement, la création et le renforcement du réseau d'acteurs avec une recherche de collaboration parfois un peu plus large avec notamment, on l'a vu, des acteurs comme des vétérinaires, mais ça peut être des agriculteurs, tout ça quand on travaille sur l'alimentation. Enfin voilà, il y a plein de ou notamment les collectivités territoriales, si on veut travailler sur des aménagements favorables à la santé, voilà. Donc, on ne part pas de rien. Alors, sur la diapo suivante, je vais maintenant vous parler des outils qu'on essaie de mettre en place et de développer avec un certain nombre de partenaires régionaux. Donc, on travaille en ce moment à l'élaboration d'un guide méthodologique qui s'appellera probablement Pensée globale pour agir local.
et qui vise à voilà, apporter quelques éléments pour les acteurs territoriaux, donc plutôt à l'échelle infradépartementale, donc CPTS, CLS, plans alimentaires territoriaux, et qui regroupe à la fois donc une sélection d'outils, d'infographies, une cartographie des acteurs qu'on peut mobiliser pour développer cette approche. Également, on travaille sur une grille de lecture qui serait en fait un outil pour pouvoir se poser des questions, analyser collectivement un projet qui serait en cours avec les lunettes Une Seule Santé, enfin avec le regard Une Seule Santé, et se poser la question, est-ce que finalement il serait intéressant sur ce projet d'aller plus loin et de développer l'approche Une Seule Santé. Et c'est également des fiches, enfin une réflexion aussi qu'on mène sur les indicateurs pertinents pour aider un petit peu sur le choix d'indicateurs des projets dans une perspective multisectorielle. Et puis des fiches thématiques un peu plus spécifiques qui développeront, par exemple, autour de l'alimentation saine et durable, autour des zoonoses pour commencer, et puis d'autres thématiques seront intégrées au fur et à mesure. Voilà. Donc, c'est un travail qu'on fait de co-construction avec un certain nombre d'institutions, d'experts, de chercheurs locaux. On a également animé une journée en mars de co-construction de ce guide avec une trentaine d'acteurs locaux, dont certains sont présents derrière l'écran. Et du coup, là, on est en phase d'adaptation. On espère pouvoir proposer une première version du guide aux acteurs locaux en juin-juillet. Et ce guide, il vient pas tout seul, hein, il sera accompagné avec une offre de formation à la démarche projet Une Seule Santé qu'on est en train de valider avec Promotion Santé et Le Graine et qui sera proposé aux acteurs avec notamment une possibilité d'accompagnement un petit peu individualisé de projets, d'équipes projets qui ont envie de se lancer avec cette méthode. Et bien sûr, c'est un outil qu'on veut complètement vivant, donc qui sera aussi alimenté et adapté au fur et à mesure des retours d'expérimentation et de la parution de nouvelles ressources, de nouveaux outils qu'on pourra détecter par une veille bibliographique notamment. Alors, sur la diapo suivante, donc là, très en lien avec le guide, la construction de la boîte à outils que François a évoqué brièvement tout à l'heure sur le volet antibiorésistance. En fait, la volonté de construction enfin, de regrouper des outils et des ressources, enfin des outils de sensibilisation et des ressources d'aide à l'action finalement pour les professionnels. Elle est élargie finalement à différents aspects de l'approche Une Seule Santé, avec une entrée thématique antibiorésistance, une entrée thématique alimentation et une autre éco-responsabilité des soins, et puis des outils vraiment plus global sur l'approche Une Seule Santé. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, vous pouvez... donc là, il y a 37 outils qui ont été présélectionnés. Pour l'instant, ce n'est pas les outils qu'on retient dans la boîte à outils, c'est encore une phase de test à laquelle, effectivement, vous pouvez encore contribuer à peu près jusqu'à la mi-juin, puisque du coup, on voudrait intégrer cette boîte à outils dans la première version du guide. Voilà. Et puis, pour finir, effectivement, nous avons, il y a quelques semaines, lancé un appel à manifestation d'intérêt. La fenêtre de tir est assez courte en lien avec voilà, une loi de finances qui a un petit peu tardé et puis du coup des délais institutionnels malheureusement qui font que la fenêtre pour répondre est assez courte. Donc ce qu'on recherche, c'est vraiment des projets, enfin c'est vraiment soutenir des projets qui ont la volonté d'intégrer cette approche Une Seule Santé, cette méthode, qui peuvent partir d'un projet existant d'ailleurs pour le compléter avec cette méthode, qui associe en particulier des structures d'exercice coordonnées, MSP, centres de santé, des CPTS par exemple, et si possible avec un partenariat avec une collectivité territoriale ou un contrat local de santé, ou en tout cas des acteurs variés du territoire. Enfin, non professionnels de santé. Et du coup, le soutien qui sera apporté, il sera certes financier, avec jusqu'à 50 000 euros de financement par projet, mais aussi méthodologique, c'est-à-dire que, en lien avec notamment le Graine et Promotion Santé, mais aussi potentiellement en mobilisant de l'ingénierie si besoin, on souhaite vraiment pouvoir suivre et accompagner au plus près les projets qui seront déposés,
Donc, ce qui veut dire que pour le 1er juin, donc vous pouvez encore prendre connaissance du cahier des charges en scannant le QR code ou en allant sur le site internet de l'ARS. Euh, pour le 1er juin, on attend des lettres d'intention, c'est-à-dire il n'y a pas besoin forcément que la méthode soit totalement bouclée, calée. Ce qu'on cherche surtout à identifier, c'est des territoires et des réseaux de partenaires qui ont envie de travailler ensemble autour d'un objectif commun et bien sûr en cohérence avec l'approche Une Seule Santé, donc avec des co-bénéfices euh, pour santé humaine, préservation des écosystèmes, voire santé animale. Voilà. Donc, n'hésitez pas à déposer des lettres d'intention. Voilà, on les étudiera. Et je vous dis, c'est pas très grave si la méthodologie n'est pas encore complètement calée. Par contre, ce qui est important, c'est voilà, c'est qu'il y a un réseau de partenaires qui s'engage et qui ait vraiment envie de se lancer dans cette approche. Les projets qui seront d'abord présélectionnés début juin et on proposera donc au projet qu'on aura présélectionné avec le comité de sélection une rencontre avec le comité de projet pour justement un petit peu préciser les éléments de méthode et déposer fin juin un projet on va dire, un peu plus abouti sur le plan de la méthode. Donc, les projets pourront commencer, l'annonce des lauréats se fera en août. Les projets pourront commencer dès septembre et peuvent s'étaler jusqu'à fin 2027, ce qui veut dire que voilà, il y a quand même des actions qui peuvent être assez longues. Voilà. Donc, c'était un petit peu le mot de la fin pour moi, mais je te redonne la parole, Chloé, si tu... Merci Marie. Et merci à tous les intervenants. A priori, il n'y a pas de questions. Donc, n'hésitez pas justement, hein, vous avez encore le temps, comme l'a dit Marie, de répondre à cette AMI. Donc, il est encore temps de formuler votre lettre d'intention. N'hésitez pas aussi à solliciter la FEMASCO si vous avez besoin d'un accompagnement pour justement répondre à cette AMI. Écoutez, je remercie vraiment tous les intervenants pour ces belles présentations qui, je l'espère, permettront de développer des nouveaux projets sur la thématique Une seule santé. Avant de nous quitter, je vous donne encore deux petites informations. Vous redire que si vous souhaitez participer à une formation dans la continuité justement de tout ce qu'on s'est dit, la FEMASCO vous propose deux formations qui permettront d'intégrer le développement durable dans vos pratiques de santé. Donc, une date le 6 juin de 14h à 17h, ça sera à la FEMASCO et la formation, elle est animée par le docteur Berdeloup qui est intervenu en début de webconf. Et une seconde date qui se fera le 13 juin, donc de 14h à 17h, dans les locaux de l'ARS à Dijon et qui sera également animée par le docteur Berdeloup. Si vous êtes intéressé pour participer à une de ces formations, vous vous manifestez auprès de la FEMASCO et on pourra vous inscrire. C'est une formation qui est gratuite et qui vous permettra peut-être de mettre un pied dans des projets sur cette thématique-là. Et enfin, la dernière info que je souhaite vous donner, c'est vous rappeler que le 24 mai, donc le samedi 24 mai, se tient la journée régionale de la FEMASCO à l'IFSI de Beaune et qu'il est encore possible de vous inscrire, que toutes les informations sont disponibles sur notre site internet et si vous souhaitez vous inscrire, ben voilà, vous nous faites un petit mail et on aura plaisir à vous retrouver à cette journée. Voilà. Écoutez, je crois qu'il n'y a pas de questions, juste des félicitations à tous les intervenants pour ces présentations très intéressantes. Je vous remercie à tous et puis je vous souhaite une bonne journée. Et donc, d'ici quelques temps, le webinaire sera disponible sur notre site internet en replay. Voilà. Merci à tous. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.